République. Et notre invité ce matin, Éric Ciotti, qui est président des Républicains et député des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci vous avez vu hier le film des massacres commis par le Hamas le 7 octobre en Israël. 43 minutes. J'ai une question toute simple ce matin. Est-ce que vous avez pu dormir en paix ? J'ai en permanence le souvenir, l'image saisissante, glaçante, terrifiante de ces deux enfants qui fuient dans une cour intérieure avec leur père, qui sont rattrapés par les terroristes du Hamas. Leur père est mort, ils sont traînés dans leur salle à manger, et là, un d'entre eux réclame comme peut-être une délivrance d'être tué, et pleure son père. Les deux pleurent leur père. Un, manifestement, a été touché par une grenade où on voit ils étaient réfugiés dans un local. Il y a d'autres images de multitudes de cadavres d'enfants, de bébés carbonisés, de décapitation. C'est terrifiant, c'est indicible. J'ai fait le lien parce que je suis allé sur place et j'ai retrouvé... On était sur le site de la Rave Party, on était sur le site du kibboutz de Be'eri. On a vu des maisons calcinées, on a vu des traces terrifiantes de balles, de sang. Mais là, sur ces mêmes lieux, il y a encore des personnes vivantes qu'on voit assassinées comme des animaux. D'ailleurs, il y a aussi dans ces images un chien qui est tué gratuitement. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant. C'est terrifiant et c'est vrai que, j'avoue, j'ai détourné le regard un moment. C'était insupportable. Est-ce que ce film devrait être diffusé pour le grand public ? Je ne pense pas que ces images puissent être imposées. Parce que elle laisse forcément un traumatisme. D'ailleurs, certains de mes collègues députés m'ont dit qu'ils n'ont pas pu rester. Mais on devrait pouvoir les voir, oui, avec des filtres, avec des sécurités, parce que je pense que tout le monde ne peut pas les voir, tellement elles sont traumatisantes. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait diffuser les images des atrocités commises dans toutes les guerres ? En tout cas, je ne crois pas qu'on soit, et c'est tout le débat rhétorique, je ne crois pas qu'on soit dans une guerre classique. On est, et c'est ce qui m'avait frappé quand je suis allé en Israël, nos interlocuteurs avaient le sentiment de revivre la Shoah. On a traqué des personnes parce qu'elles étaient juives. Sur le site du concert qui accueillait une jeunesse internationale, il y avait 4000 jeunes venus du monde entier, je crois d'une 40aine de pays. Le Hamas cherchait les Juifs. C'est ça la différence. Je crois qu'on n'est pas dans un... tout conflit est terrible avec ses horreurs, avec ses drames, mais là, c'est la volonté d'éradiquer, d'exterminer les Juifs, de détruire, de rayer sur la carte de la planète les Juifs. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui doit être montré. Parce qu'on est au bout de l'insupportable. Et cette volonté, elle a été mise en œuvre par les nazis. Et aujourd'hui, elle est à nouveau en moteur. Et aucun conflit territorial, aucune justification, aucune circonstance atténuante ne peut expliquer qu'on vienne dans son lit assassiner un bébé. Éric Ciotti, aujourd'hui, Israël est en guerre, oui, est en guerre contre le Hamas. Israël est en opération dans la bande de Gaza, à Gaza même. Israël est en opération dans l'hôpital principal de Gaza, Al-Shifa. Il y a des appels au cessez-le-feu, il y a des appels à la protection des médecins, à la protection des malades, à la protection des civils, venus même des États-Unis. Est-ce que vous appelez à une trêve, à un cessez-le-feu, Éric Ciotti ? Je n'aurais pas la prétention de dire cela. Moi, en ayant vu... Oui. Tout ce que vous rappeliez à l'instant, ces images, en ayant vécu sur place, en ayant eu beaucoup d'interlocuteurs, je comprends la volonté légitime d'Israël de se protéger. De se venger ? Non, de se protéger. Non, pas de se venger, de se protéger. C'est sa survie qui est en cause.
on parle de la solution à deux États, qui a été toujours la position traditionnelle de la France. J'y adhère. Bien sûr que dans l'absolu, qui peut dire qu'il faut que demain, les Palestiniens et les Israéliens cohabitent dans des États respectifs? Ça, c'est une vision idéale. Et j'y adhère. Mais quand vous dites cela aux Israéliens, ils disent, oui, mais on va laisser à nos portes un État dirigé par le Hamas qui a fait cela. Donc c'est la priorité. Pas de cessez-le-feu. La priorité, c'est détruire le Hamas. Moi, je comprends que les Israéliens ne cessent pas le feu. Et la volonté de détruire le Hamas, et donc ne cessent pas le feu pour détruire le Hamas. Après, il faut naturellement qu'il y ait le respect du droit international, il faut qu'il y ait une approche humanitaire, il faut qu'il y ait des corridors, il faut que toutes les personnes civiles soient épargnées, et il y a naturellement, et malheureusement, et c'est tragique et je le déplore, il y a toujours des dommages collatéraux, mais l'armée israélienne... Dommages collatéraux, c'est-à-dire des civils qui meurent. Il y a des civils qui meurent, et un civil qui meurt, bien entendu, la guerre est une tragédie. Qu'un militaire meurt, c'est une tragédie. On ne va pas dire, c'est très bien que des militaires meurent. Que des civils meurent, c'est une tragédie encore plus forte. Et je le disais tout à l'heure, alors que là, ils ont été assassinés volontairement, de façon délibérée. Voilà, donc, mais je comprends et que Israël veuille se protéger parce que c'est sa survie qui est en cause. Et je le dis, parce que ceux qui ont commis ces actes d'une barbarie insigne étaient aussi animés par une volonté de détruire des valeurs, guidées par une radicalité religieuse, et ils veulent aussi nous détruire, parce que ceux qui ont attaqué Israël, ce sont les mêmes, il y a les mêmes ferments que ceux qui ont attaqué pris d'assaut le Bataclan, qui ont tué ces jeunes, qui, comme ceux de la rêve partie du désert du Negev, partageaient des moments de joie. C'est les mêmes motivations, les mêmes qui ont tué dans ma ville à Nice, sur la promenade des Anglais. On a les mêmes adversaires, ce sont les islamistes, ils veulent nous détruire. Si demain Israël tombe, quel sera le prochain? Je pose cette question avec gravité et lucidité. Donc je comprends le devoir de se défendre, et quelque part je pense qu'Israël défend aussi d'une certaine façon ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ces ambassadeurs ou ces diplomates qui sont en poste au Moyen-Orient, français, et qui regrettent le virage pro-israélien, selon eux, pris par Emmanuel Macron depuis ces massacres du Hamas en Israël? Vous comprenez? Parce que la position de la France, et notamment celle de Jacques Chirac, a toujours été très équilibrée, volontairement très équilibrée, entre Israéliens et Palestiniens et monde arabe. Sur la forme, j'ai du mal à comprendre que des diplomates des ambassadeurs, hein. Des ambassadeurs qui doivent porter la voix de la France contestent les positions d'Emmanuel Macron. Les positions du président de la République. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, j'avoue que j'ai du mal à comprendre quelle est la position de la France. Est-ce qu'elle est pro-israélienne certains jours? Est-ce qu'elle est pro-arabe certains jours? Aujourd'hui, on est dans le en même temps. On est dans le en même temps. Ce qui est clair, c'est que la voix de la France... dans ce conflit, mais ailleurs, on pourrait parler de l'Afrique, on pourrait parler de l'Ukraine, est devenue, parce qu'elle est confuse, totalement inaudible. Et ça traduit une perte d'influence de notre pays, parce qu'il n'y a pas de clarté. Et là, on revient finalement aux sources du macronisme. C'est dire tout à la fois et en même temps des choses contradictoires selon les interlocuteurs. On ne peut pas demander une coalition contre le Hamas, qui avait été évoquée avec personne, et le lendemain demander le cessez-le-feu face au Hamas. Il y a une forme de contradiction. Les deux positions sont sans doute entendables, il y a des arguments, mais on ne peut pas défendre les deux en même temps. Donc le en même temps, mais on pourrait le prolonger sur l'économie, sur la sécurité, sur l'immigration, en revenant, et c'est moins dramatique, mais enfin ça peut le devenir sur la scène nationale, ce en même temps est source d'impuissance, d'immobilisme, de perte d'influence, et
altère quelque part la force de la voix française. Éric Ciotti, est-ce que vous confirmez que vous n'irez pas à la réunion des chefs de parti à Saint-Denis, voulue, organisée par le président de la République, à l'invitation d'Emmanuel Macron ? Naturellement, je l'ai dit, je l'ai écrit hier au président de la République, je n'irai pas à Saint-Denis. J'ai réfléchi, la décision n'était pas forcément évidente ou simple. Nous avons vu 2 fois le président de la République sous ce format. La première fois, je ne concevais pas de ne pas répondre à l'invitation du président de la République. C'était une démarche inédite. J'étais sceptique sur le fait d'être à la même table que LFI et que le Rassemblement national. Voilà, quand il y a de telles différences, il ne peut rien sortir d'efficace. On est dans un outil de communication. Quand il y a des différences, on encourage la différence ? Mais là, c'est pas des différences. C'est pas des différences, c'est des oppositions totales. Je crois que là, on est quelque part. Moi, je l'ai vécu la première fois. Oui. J'ai eu le sentiment, à la sortie, d'être un peu l'objet d'un artifice de communication, d'un alibi, voilà, où tout était finalement écrit d'avance. On a eu une discussion courtoise, pourquoi pas, mais la 3e fois, je me dis qu'on n'est pas obligé de se faire piéger tout le temps. C'est une réunion qui n'a débouché sur rien de concret. Moi, j'ai écrit dès le lendemain au président de la République. Mes propositions, il les connaît, sur la sécurité. Quelles conséquences a-t-on tiré des émeutes du mois de juin, du mois de juillet ? Suppression des allocations familiales pour les mineurs délinquants, ça n'a pas été fait. Qu'a-t-on tiré comme conséquence sur l'immigration ? On demandait une réforme constitutionnelle, je crois comprendre que le président de la République n'y accédera pas. Sur le pouvoir d'achat, je demandais... Il n'a pas dit qu'il n'y accéderait pas. Si, on le sait. Je demandais une baisse des prélèvements. On verra bien. En tout cas, nous... Vous auriez pu lui en parler vendredi, puisque c'est l'objet, c'est ce que vous demandez absolument. Vous allez même déposer une proposition de loi. Je lui ai écrit en décembre. Et nous débattrons de notre proposition de loi le 7 décembre. Donc, je lui ai redit hier dans mon courrier, voilà, nos propositions, elles seront sur la table. Bon, mais Éric Ciotti... Et on en discute dans le cadre des institutions. Qui va représenter l'opposition vendredi ? Le Rassemblement national qui ira. L'opposition... Est-ce que vous ne laissez pas la place au Rassemblement national comme devenant ainsi le premier parti d'opposition en France, droite. Je ne crois pas. L'opposition, elle est au Parlement. Voilà, l'opposition, c'est la démocratie. Elle n'est pas le débat démocratique. Il n'est pas dans des scénarios de communication. On a eu le grand débat, on a eu les Grenelles. Sincèrement, Jean-Jacques Bourdin, sur quoi tout ça a débouché ? On est dans un prolongement d'une permanence de communication verbale, débordante. L'une remplace l'autre, un Grenelle remplace un Ségur. Mais à la fin, qu'est-ce qui avance pour le pays ? C'est ce que nous disent nos concitoyens. Donc moi, je souhaite qu'on parle du temps long, qu'on ait une stratégie, une vision, et pas simplement cette communication. Alors, le président de la République est un remarquable communicant. Il a un talent formidable pour cela, mais j'aimerais qu'il mette ses compétences et ce talent au service de l'action. Et puis, pour répondre à votre question, pourquoi je n'irai pas, j'ai été choqué qu'il ne soit pas présent dimanche à la manifestation contre l'antisémitisme, et encore plus par les explications qu'il a données à la petite fille du capitaine Dreyfus, en disant si j'y vais, je le dis en substance, je remettrai en cause l'unité nationale. Comme si l'antisémitisme était le tenant d'une partie, était une position que certains défendent, mais pas les autres, et que ceux qui ne la défendent pas seraient légitimes. Mais l'antisémitisme, c'est une abomination, c'est un délit pénal, c'est une honte, et je pense que dans ce moment, là où il y a eu ce très beau message d'unité, mais dans le cadre de nos institutions, lancé par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, membre de la majorité, lancé par Gérard Larcher, président du Sénat, membre des Républicains, c'était un signal très fort au sommet de nos institutions. Le gouvernement y va. Et le président de la République, il fait encore du en même temps. Alors je me dis, on ne peut pas être contre l'unité le dimanche et être pour l'unité le vendredi à Saint-Denis. Ça ne me paraît pas sincère. Ce n'était pas la place du président de la République, ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Rachida Dati, qui fait partie de votre
partis politiques. Cette marche était manifestation trop classe moyenne, était manifestement trop classe moyenne, trop de classe supérieure. Elle n'était pas une marche populaire. Voilà ce que dit Rachida Dati, ce n'est pas moi. En tout cas, moi j'étais... J'y étais et j'étais même bras dessus avec Rachida Dati. Elle était à côté de moi, elle était à côté de François Baroin et de Laurent Wauquiez. Nous représentions avec beaucoup de parlementaires notre formation politique. Moi, je pense que la place du président de la République, dans ce moment si grave, 1700 actes antisémites depuis le 7 octobre, il se passe quelque chose. C'est une gravité. Ainsi, des Juifs ont peur aujourd'hui. Parce qu'ils sont Juifs, en France, pays des droits de l'homme, eh bien, il faut que tous les républicains se lèvent. Il y a les absents indignes, je l'ai dit, lâches, qui n'ont pas voulu, les insoumis, qui ont essayé le matin de profaner le Veldiv, lieu de ce drame terrifiant. Mais voilà, moi je le redis, on peut avoir des nuances, on peut avoir des différences avec Rachida, ça nous arrive, on est amis, mais je pense que le message de la présence du président de la République, comme l'a fait François Mitterrand après Carpentras, comme l'avait fait commis en France. François Hollande. Mais quelle différence, Jean-Jacques Bourdin? Ils seraient moins horribles parce qu'ils ont été commis à l'extérieur. Il y a 40 Français qui ont été assassinés. Il y en a 8 potentiellement qui sont otages. J'ai reçu à l'Assemblée nationale la mère de cette jeune otage la semaine dernière. On ne doit pas les soutenir parce qu'il y aurait un conflit territorial et ce seraient des otages qui auraient moins de prix que les autres. Ce seraient des morts qu'on devrait moins honorer que les autres. Alors après, à la manifestation, il y avait beaucoup de monde, il y a eu une grande mobilisation. On pourrait toujours souhaiter qu'il y en ait plus, mais il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur et c'est aussi terrifiant. Projet de loi immigration adopté au Sénat en décembre à l'Assemblée nationale, bientôt à la fin du mois en commission à l'Assemblée nationale et le 11 décembre à l'Assemblée. Alors je ne vais pas évoquer toutes les mesures, mais c'est un texte écrit par le Sénat, par votre majorité au Sénat, réécrit par votre majorité au Sénat, qui est un texte qui a été vraiment durci. Je vais prendre 2 exemples. L'article 3.4, qui est devenu l'article 4 bis sur les métiers en tension, la régularisation des travailleurs sans papier. Au cas par cas, à titre exceptionnel, le travailleur fera lui-même la demande au préfet qui statuera. Ça vous convient, ça ? Ça me gêne. Ça vous gêne ? Ça me gêne. Moi, j'ai toujours dit que le principe de régularisation était un principe dangereux parce que ça lançait un appel d'air. Alors, le Sénat a fait un très bon travail, a mis des mesures qui vont dans le bon sens sur la limitation du regroupement familial resserré, durcissement du droit du sol, sur l'AME, APL et allocation familiale versée aux étrangers après 5 ans de présence en France. L'article 3 a été transformé en article 4 bis. Personnellement, je préférerais qu'il y ait aucune mesure de régularisation, mais tout cela... Vous pourriez l'accepter, cet article 4 bis. Moi, ce que je dis, c'est qu'on aura avant un débat constitutionnel, parce que cette loi, c'est une loi simple, voilà, dans la hiérarchie des normes juridiques. Et la plupart des mesures qui sont dans cette loi, les signaux qui sont lancés sur le regroupement familial, sur les quotas, sur le délit de séjour, tout ça sera impossible. Comme donc le texte du Sénat voté et voulu par le Sénat sera impossible. Il se trouvera confronté aux contraintes jurisprudentielles, aux traités internationaux, aux conventions. Le Sénat est allé au maximum de ce qu'on pouvait aller dans le droit actuel. Mais on a la même analyse avec Bruno Retailleau. Ce que nous disons, c'est que préalablement, il faut une réforme constitutionnelle pour lever ces verrous. De 3 natures. Sur les quotas migratoires, les plafonds migratoires. Les plafonds dans la loi ne concernent que l'immigration économique et pas l'immigration familiale. C'est un point essentiel. L'immigration familiale, c'est 100 000 personnes. Il faut qu'on reprenne le cours de notre destin là-dessus. Nous le mettons dans la Constitution. Il faut que l'asile, qui est la principale source d'entrée d'étrangers aujourd'hui dans notre pays, ça va être presque 200 000 demandeurs d'asile en 2023. 180 000, c'est déjà plus 14% au premier semestre, on n'a pas les derniers chiffres. Il faut que l'asile soit demandé à l'extérieur de nos frontières pour que les personnes ne rentrent pas. Ce sont pour la plupart de faux demandeurs d'asile dont le statut de réfugié sera refusé, mais qui vont rester à vie sur le territoire national. Et il faut enfin que les expulsions ne soient plus contraintes, ne soient plus limitées.
Tout cela dans un cadre juridique où ce n'est pas, où la France décide ce qu'elle veut. Et nous souhaitons que cette réforme constitutionnelle soit approuvée par référendum. Parce que les Français aujourd'hui... 2 ans. Ça va mettre 2 ans, quoi. Non, 1 an et demi, 2 ans. Ça peut mettre 4 mois. Si notre proposition de loi est votée le 7 décembre à l'Assemblée nationale, elle sera débattue le 12 décembre au Sénat. Si nous la votons dans les mêmes termes, eh bien, le processus sera ensuite dans les mains du président de la République, soit un congrès à Versailles, soit un référendum. Nous demandons un référendum parce que les Français nous disent depuis des années qu'ils veulent moins d'immigration, beaucoup moins, parce qu'elle est devenue trop nombreuse. C'est ce que prévoit cette loi. Et source de beaucoup de problèmes. Et donc, on a toujours des subterfuges. Je dis simplement en conscience, parce qu'on a eu 29 lois. Et chacune avait les mêmes objectifs. Rappelez-vous la loi Collomb. C'était le même débat. On disait qu'elle était très ferme, qu'elle allait tout régler. Elle n'a rien réglé. On n'a jamais eu autant d'immigration. 2 millions d'étrangers sont arrivés en France depuis l'élection de M. Macron. Donc, faisons le constat des impuissants, c'est pas l'impuissance du Sénat, c'est pas la nôtre. C'est notre proposition de loi. Le 7, ça veut dire que vous ne voterez pas cette loi préparée au Sénat, écrite au Sénat, vous ne la voterez pas. D'abord, la loi, elle est au début d'un processus législatif. Vous ne la voterez pas. Ça ne vous a pas échappé. Nous verrons comment la majorité, j'ai entendu des membres imminents de la majorité disant qu'ils allaient supprimer tout ce qu'avait fait le Sénat. Monsieur Sacha Houlié qui veut pas... l'AME, qui veut l'article 3, il y a la question de l'AME. L'AME, c'est aussi insupportable. Il y a des personnes en situation irrégulière qui ont plus de droits de Français que de Français modestes, qui ont travaillé toute leur vie et qui, eux, n'ont pas leurs dépenses de santé payées à 100%. Ça, les Français, ils peuvent pas comprendre. Ils ont travaillé toute leur vie. Un artisan, un agriculteur, il peut pas se payer une complémentaire pour aller à 100% parce qu'il a une retraite ridicule. Et quelqu'un qui arrive en France en violant nos droits, qui traverse la frontière illégalement, au bout de 3 mois, il a l'AME, il a une carte où il est à 100%, y compris sur certains soins de confort. Bon, là, c'est pas acceptable. Donc, nous verrons bien... L'AME sortie de ce texte. Est-ce qu'il faut sortir l'AME de ce texte, nous verrons bien ce qui ressort du Sénat. Il y aura de l'Assemblée, on a vu ce qui ressortait du Sénat. Nous verrons bien ce qui ressort de... Mais vous êtes prêt à voter... Oui, vous ne voulez pas voter ce texte du Sénat. Ce texte en l'état, est-ce que vous le voteriez? Je vous pose une question. Si le texte du Sénat arrive au bout, et si on modifie la question sur les régularisations, moi je veux pas de régularisation. Voilà. Donc vous ne voulez pas de l'article 4 bis? Moi je me précipite pas. Il y a un long processus législatif. Ce que je veux, c'est qu'on soit efficace. Et pour moi, le préalable, je vous le redis aujourd'hui, nous verrons bien ce que fera la majorité. Ça déterminera aussi, ça conditionnera mon vote, ce que la majorité fera le 7 décembre en réponse à notre proposition de loi constitutionnelle. La vérité, la seule vérité, c'est que si on veut changer les choses en sincérité, il faut voter une réforme constitutionnelle. Le reste va peut-être dans le bon sens, et Jean le constate. Un référendum, c'est mieux. Pas de loi. C'est mieux que si c'était pire, mais sincèrement, c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est mieux que si c'était pire, pourquoi ne pas voter quand c'est mieux? Éric Ciotti, pourquoi être systématiquement dans l'opposition, dans l'obstruction? Je ne vous dis pas aujourd'hui quel sera mon vote. Je vous dis que je vais regarder ce que fera le gouvernement et sa majorité le 7 décembre sur notre loi constitutionnelle. Donc un référendum plutôt qu'une loi. Une réforme constitutionnelle approuvée par référendum, 76% des Français disent qu'il y a trop d'immigration. Dans la même proportion, 76% disent que la politique de M. Darmanin en matière d'immigration est inefficace. Les chiffres le démontrent. Il n'y a jamais eu autant d'immigration. Plus il y a de lois, plus il y a d'immigration, et plus il y a d'immigration, plus il y a de lois. Il faut peut-être à un moment rechercher ce qui ne va pas dans ce système. Vous avez désigné votre tête de liste aux européennes? Pas encore, nous le ferons dans quelques semaines. Nous le ferons dans quelques semaines, sans doute autour de la fin de l'année. Je ne sais pas si nous le ferons juste avant ou juste après, mais je crois que les Français, et la gravité des sujets qu'on a évoqués le démontre, sont pas vraiment encore dans la campagne européenne. Donc chaque étape dans son temps, je vois bien que certains veulent nous presser, nous avançons à notre rythme.
Bien, merci Éric Ciotti, merci d'être venu nous voir. Il est 8h59 et vous êtes sur Sud Radio.